les choses se présentent pour ces entreprises. Donc je continue, je reviens, ça c'était pour les questions A et B. Hein. Ah bah ça c'est éteint aussi, décidément. Je reviens à la question C. Donc on est d'accord, peu après, les actionnaires apprennent que les prévisions du dirigeant étaient en fait correctes. Le résultat d'exploitation de la filiale sera bien de 20 millions d'euros. D'accord. Donc c'est exactement ce qui se passe pour... Enfin, c'est un peu l'histoire de Gentech, enfin, c'est un peu différent. En gros, on a émis des actions et on a émis des actions à un prix qui est sous-évalué. D'accord. C'est ça qui se passe. À la question B, on les a émis à un prix de 47,68, alors qu'en fait, sur la base de l'ancienne valeur, elle devrait valoir 58,4. D'accord. Le problème, c'est qu'on a fait rentrer parmi les actionnaires qui ont sous-payé leurs actions. Ils ont payé 47,68 au lieu de les payer 58,4. Ce qu'ils auraient dû payer si les prévisions avaient été bonnes. Donc le fait de faire ça, évidemment, les anciens actionnaires vont le payer. D'accord, puisqu'ils ont invité en fait des gens au déjeuner qui n'ont pas payé le vrai prix. Donc du coup, ils ont partagé le déjeuner avec ces gens-là et du coup, ils auront moins à manger. D'accord. Donc combien, c'est ça la question. Le résultat d'exploitation de la filiale sera bien de 20 millions d'euros. Quel sera alors le prix de l'action? C'est la question C, hein, d'accord. Donc si on est d'accord que si on est la question C, c'est bien de 20 millions d'euros. Donc ça signifie que le delta V ou le delta V moins I, ou le delta V, il est de 134. Ok. Le delta V, il est de 134. Et il n'est pas de combien c'était. Là, c'était 4 fois 60,07 divisé par 10, donc c'était 20, je sais plus combien, 26 ou 27. 26,8, d'accord. Donc en fait, on a bien un delta V qui est de 134. Donc on a fait rentrer des gens, ces gens ont apporté 50 millions d'euros, d'accord, et on a fait rentrer combien? On a fait rentrer 1 million 049, d'accord. Du coup, le delta V ici, le delta V, au lieu de le partager, le delta V, au lieu de le partager sur la base de 10 millions d'actionnaires, d'accord, c'était le delta V moins I, mais le I est payé par les nouveaux actionnaires. Donc le delta V, on le partage non pas sur un certain nombre d'actionnaires, mais on le partage sur le nombre total d'actionnaires, c'est-à-dire 11,049. D'accord. Donc si on divise 134 par 11,049, puisqu'il y a 1 049 000 actionnaires en plus, d'accord, donc on avait 10 millions d'actionnaires, on a fait rentrer 1 049 000 en plus, parce que un nombre important, parce qu'on leur a vendu pas cher l'action pour récupérer les 50 millions d'euros, et du coup, la valeur créée, pas la valeur nette, mais le delta V, puisque le I, on l'a déjà comptabilisé, hein, et ben on se le partage entre ces gens-là. Donc il faut diviser 134 par 11,049. Si vous divisez 134 par 11,049, ah oui, non, en fait, je fais c'est pas le delta V qui fait diviser par 11,049, c'est le V plus delta V. Ok, c'est le V plus delta V, puisque delta V c'est la création de valeur liée au brevet, d'accord. Mais les 11,049, ils ont le droit au V, bien sûr. Le V c'était 500 millions, d'accord. Vous vous rappelez, c'était la valeur de l'entreprise c'est 500, c'est ça, hein, le V, ok. Et le V plus delta V, eh ben, c'est 634, ok. C'est 634. Et donc, il faut diviser 634 par 11,049, et ça vous donnera quoi? Ça vous donnera le prix de chacune des actions. Ça vous donnera le prix de chacune des actions. Donc, vous faites 634 divisé par 11,049 et vous trouvez combien? Vous trouvez 57,3 euros. D'accord? 57,3 euros. Et donc, 57,3 euros, bien sûr, 57,3 euros, c'est inférieur à 58,4. Vous voyez, 57,3 euros, c'est inférieur à 58,4. Si on avait eu la bonne information dès le départ, on aurait pu vendre les actions directement au prix de 58,4 et donc on aurait fait rentrer moins d'actionnaires dans l'entreprise,
moins que 1 049 000. On n'a pas calculé, je vous laisse le calculer, on peut le calculer. Là, le problème, c'est qu'on en a fait rentrer plus. Et donc, évidemment, on a plus de monde pour partager le même gâteau. Donc, le gâteau, c'est 500, plus le delta V. C'est là où il faut faire attention. C'est plus delta V, c'est pas plus delta V moins I. Le I, c'est ce qui a été apporté par les actionnaires nouveaux. D'accord? Donc, c'est bien le V plus delta V qui est partagé. Et donc, ce V plus delta V, quoi. V, c'est pas le V total, en fait. C'est la valeur des capitaux propres. Peut-être c'est VCP plus delta V. Oui, j'ai toujours des petites erreurs de rigueur, comme ça, c'est pas très, très important, mais ça fait bien 500 plus 134, d'accord, divisé par 0,049, c'est 57,3. Et le résultat important, c'est de comprendre que bien sûr, ce 57,03, il est inférieur à 58,4, parce que vous avez vendu en dessous de sa valeur des actions nouvelles. Puisque vous avez vendu, vous voyez, à un prix qui était de, je vais calculer un moment, la question B, elle est où? On l'a calculé, c'est moins 2,32 €. On l'a pas vu d'ailleurs. Je l'ai pas vu. C'est 47,68, d'accord? Ici, à cette question-là, hein, rappelez-vous à la question B, d'accord? C'était bien ça, hein. On est le delta V moins I est de moins 23,2. Ça fait, pour le nombre d'actions qui étaient disponibles dans l'entreprise, ça fait bien, il y en avait 10 millions, d'accord? Il y en avait 10 millions, puisque ce delta V moins I, il revient aux anciens actionnaires, ça fait moins 2,32 par action, d'accord? Et donc le prix d'action était de 47,68. Donc là, vous voyez que peut-être que je peux le mettre là pour ajouter un peu de bazar à ce que je fais, d'accord? 58,4, ça serait le prix de l'action si on a vendu les actions à leur vraie valeur. 57,3, c'est le prix de l'action parce que vous avez vendu trop d'actions et donc vous êtes obligé de partager avec un plus grand nombre d'actionnaires. Et puis 47,68, c'est le prix auquel vous avez vendu les actions. D'accord? Donc au lieu de les vendre à 58,4, vous les avez vendus à 47,68. Donc vous avez compris, la différence entre les deux, c'est de l'argent qui a été capturé indûment par les nouveaux actionnaires. D'accord? Donc c'est une perte pour les anciens actionnaires qui se partagent cette perte-là. Et la perte qu'il y a, c'est l'écart qu'il y a entre 58,4 et 57,3. D'accord? Elle est faible, mais elle est distante. Ok, parce que le brevet n'est pas. Ça dépend de la taille du brevet, bien sûr. Donc, la situation, elle est une situation dans laquelle vous avez sous-payé le truc. Quel sera alors le prix de l'action? J'ai répondu à cette question, hein, 57,3. Pourquoi est-il différent du prix obtenu à la première question? Parce que les nouveaux actionnaires ont sous-payé les actions qu'ils détiennent. Et donc évidemment, c'est les anciens actionnaires qui en supportent le coût. Okay. Dernière question. Auchan décide finalement de s'endetter de manière permanente pour financer le problème. Quel est le prix d'une action après l'annonce? Donc on renonce à ça et on nous demande de calculer le prix de l'action après l'annonce. Donc cette fois, ce qui se passe, c'est que si on endette l'entreprise, on va créer une valeur supplémentaire qui est liée à la valeur actualisée des économies d'impôt, d'accord? Qui est liée à la valeur actualisée des économies d'impôt. Donc le delta V en question, il n'est pas simplement de 134, d'accord? Il n'est pas simplement de 134, mais il doit tenir compte de la valeur actualisée des économies d'impôt. Le projet coûte 50 millions, le taux d'intérêt, il est combien? Bon, en fait, le taux d'intérêt, le projet coûte 50 millions, le taux d'intérêt, je ne sais pas combien il est, c'est pas très important, mais je pense qu'il est même donné, donc le taux d'intérêt est de 4%. Et ce que l'on sait, c'est que comme c'est une dette permanente, d'accord, la valeur actualisée des économies d'impôt, ici, en admettant qu'il n'y ait pas de risque autour, c'est 50 multiplié par T, par le taux d'imposition, d'accord, multiplié par T par le taux d'imposition. Rappelez-vous, vous êtes avec une entreprise permanente,
c'est une dette sans risque. On dit que la dette est sans risque. Donc on dit que la valeur actualisée des économies d'impôt est elle-même sans risque. C'est une formule qu'on avait vue. Si vous actualisez ça jusqu'à l'infini, d'accord, vous avez R multiplié par VD multiplié par T, actualisé jusqu'à l'infini. Et quand vous actualisez jusqu'à l'infini, vous divisez par R. Donc ce qui reste, c'est T multiplié par VD. Donc la valeur des économies d'impôt, c'est 33% multiplié par les 50 millions en question. Donc la question D, je vais y répondre peut-être à la page suivante. D'accord? Ce que je dis, c'est que la valeur des économies d'impôt, ici, de l'entreprise, elle est de 50 multiplié par 1 moins T. Bon, donc elle est simplement de 50 multiplié par... C'est quoi? 1 moins T, c'est 33%. Non, c'est pas 1 moins T, c'est T. Excusez-moi, décidément, je sens que je ne vais pas être brillant. C'est 50 multiplié par T, d'accord? Donc ça fait 50 multiplié par 33, ça fait 16,5, ok? Donc c'est ça. Donc ce que vous devez vous partager, le brevet, c'est quoi? Donc, on sait très bien que la valeur actualisée des économies d'impôt, elle est supportée par qui? Elle est capturée par qui? Elle n'est pas supportée, elle est capturée par qui? Elle est capturée par les actionnaires, d'accord? Parce que la dette est mise au pair au taux de 4%, donc c'est pas les créanciers obligataires qui touchent cette valeur actualisée des économies d'impôt. Donc combien doivent se partager nos 10 millions d'actionnaires? Nos 10 millions d'actionnaires, ils doivent se partager 500, plus le delta B. Le delta B, c'était combien? 134? C'est ça, hein? Non. Ah, non, non. Plus le delta B, bien sûr, mais le delta B, là, il doit se partager le delta B moins I, puisque, rappelez-vous, dans cette situation-là, je le mets en rouge, d'accord? Je vais qu'à le mettre en rouge. Ok? En fait, on est d'accord que vous avez ici 33% multiplié par 50, donc ça fait 16,5 de valeur actualisée d'économie d'impôt, d'accord? Donc je le rajoute. Ça, c'est la question que je rajoute en rouge sur ce tableau-là, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que le P0 delta N est égal à 0. Ça, c'est 0, d'accord? P0 delta N, c'est égal à 0. Le Q0 delta M, il est égal à 50, puisque vous levez des impôts. Vous levez de la dette, excusez-moi. Vous levez de la dette. Donc le Q1 delta M est égal à 50. D'accord? Le M1 delta Q, il est toujours égal à 0, parce que la dette est sans risque. Donc ça ne change pas le prix de la dette. D'accord? Il n'y a pas de M1 delta Q. Ok? Donc on est d'accord que l'accrétion, donc si vous acceptez mon calcul, d'accord, et mon calcul ici est juste, ok, ce qui va se passer ici, c'est que le N1 delta P, ça sera 84, vous voyez, ça c'est 50, ok, ça c'est 500, et ça c'est delta V moins I, plus la VA des écoïs, d'accord, puisque ce que j'ai appelé delta V ici, c'est la valeur du brevet. Donc c'est bien égal à 84 plus 16,5. D'accord? Ça c'est bien égal à 84. Ça c'est 84. Delta V moins I, on l'avait déjà calculé. Et ça c'est 16,5. Ok? Donc ce N1 delta P ici, c'est 84 plus 16,5. Le bilan il est bien équilibré. Ça me permet de bien comprendre pourquoi ce que je dois mettre, c'est bien là le delta V moins I, parce que même si ce n'est pas les actionnaires qui ont payé le I, bah, vous voyez que le I, il apparaît en dessous comme une augmentation de la dette. D'accord? Donc il faut bien que je mette bien que ce qui est accaparé par les actionnaires, c'est la valeur créée nette, le delta V moins I. Donc au total, vous voyez que ce qui est partagé par les actionnaires, c'est 500 plus 84 plus 16,5. C'est bien ça, hein, c'est bien 16,5, je ne me trompe pas. 33 fois 50, c'est ça. Divisé par le nombre d'actionnaires. Vous vous rappelez, les actionnaires, il y en a 10 millions. D'accord? Donc s'il y a 10 millions d'actionnaires, je peux trouver ici, je peux trouver comme ça, le prix. Et donc le prix, c'est 58,4, d'accord, ce qui provient de mon brevet, plus 1,65, qui était la valeur de l'économie d'impôt. Donc ça fait 60,05, c'est ça la réponse à la question D. D'accord? Ça, c'est la réponse à la question D. Ok?
il y a un point sur lequel je n'ai pas été clair en y réfléchissant dans l'exercice, mais qui sera peut-être plus clair dans l'exercice après le chapitre 18, c'est qu'à un moment, je vous ai dit, pour calculer la valeur, on a pris le 1 moins t FTD, d'accord? Donc le 1 moins t FTD lié au brevet, c'est typiquement le dividende qui pourrait être versé chaque fois à l'actionnaire, d'accord? Et on l'a divisé par le RU. On l'a divisé par le RU. Et j'ai dit que c'était parce qu'on le finançait par action. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas pour cette raison-là. C'est ce qu'on fait lorsque justement le levier n'est pas constant. Donc j'ai dit un peu une bêtise. J'ai un peu dit une bêtise à la question A. Quand j'ai calculé la valeur, j'ai dit dans ce que j'ai fait, c'est juste, d'accord? Mais la justification que j'ai donnée n'est pas bonne, puisque j'ai dit à un moment, on le fait comme ça parce qu'on finance par action. En fait, on le fait comme ça parce que c'est simplement la bonne manière de faire lorsque le levier n'est pas constant. Ici, je ne sais pas si le levier n'est pas constant, d'accord? Le levier n'est pas constant. Oui? Pourquoi c'est quoi? Parce qu'un budget, c'est toujours parce qu'un bilan, c'est toujours équilibré. Donc regardez bien les deux côtés, hein, d'accord? D'abord, j'avais mon V0. V0, c'était M0, puis V0, M0, V0. C'est la structure initiale entre eux. On rajoute un brevet. Donc ce brevet crée de la valeur. 134. Modulo, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je l'ai calculé en faisant 1 moins T FTD, d'accord? Divisé par ça. Dans la création de valeur du brevet, je n'ai pas fait une création de valeur nette, j'ai mis un delta V. Je n'ai pas mis un delta V moins I. On est d'accord? Ok? Donc c'est bien ça, c'est 134. Et puis, j'ai autre chose ici qui s'ajoute, c'est que comme j'avais de la dette, j'ai une valeur actualisée d'économie d'impôt, et ça paraît comme étant un actif, à l'actif, d'accord? Ce 16,5 qui est là, que j'ai rajouté. Ça, c'est la nouveauté de la question D. Ensuite, j'essaie d'équilibrer de l'autre côté. Je regarde les différentes composantes, 300 et 200, bon ça, c'était déjà donné. P0 delta N, c'est les levées de fonds en émettant des actions. On me dit qu'on n'émet pas d'actions. Donc c'est 0 dans cette question. Ok? En dessous, le Q0 delta M, c'est ce que vous récupérez comme dette. Donc c'est 50. D'accord? Le 0 de M1 delta Q provient du fait que la dette que vous émettez, c'est une dette sans risque. Donc ça ne modifie pas la qualité de l'ancienne dette. Donc le prix de la dette n'a aucune raison de bouger. D'accord? Et donc après, vous me dites, mais pourquoi le dernier terme c'est 84 plus 16,5? Je vous répondrai de manière stupide en disant pour que le bilan soit équilibré. Mais pourquoi c'est juste? Ok, ça c'est une bonne réponse. Ok, ça fonctionne bien. Bon, le bilan est bien équilibré. S'il n'était pas équilibré, on aurait un problème. Pourquoi c'est juste? Parce que, en fait, là maintenant, le projet il crée de la valeur, pas simplement parce qu'il crée de la valeur économique, ou de la valeur nette économique, delta V-I, d'accord? Donc le 84. Mais il crée de la valeur au-delà de ça parce qu'il est financé par dette et qu'on reprend de la valeur en fait à l'État en faisant des économies d'impôts. D'accord? Et donc finalement, ce qui est créé par le brevet dans ce cadre-là, c'est 84 plus 16,5. D'accord? Et donc c'est pour ça que le prix de l'action, il augmente de 84 divisé par 10, ça fait 8,4 € par action pour le brevet lui-même, ce qu'on avait déjà dans la question A, plus 1,65 qui est lié à la manière dont le brevet est financé. Ok? Je trouve que c'est un bon exercice. En tout cas, il insiste sur pas mal de points, il est pas mal. C'est pour ça que je vais bien le donner dans les interros. Bon, je ne sais pas si je le redonnerai cette année, mais chaque année je dis ça et je le donne, et après les étudiants se trompent quand je le donne. C'est un petit peu dur. Pour moi, pour mon moral. Ok, bon, cet exercice, je l'aime moins, mais c'est pour ça que je l'ai mis après, mais on peut aussi y réfléchir. Microproc est entièrement financé par capitaux propres et a émis 100 millions d'actions. Chaque action devrait valoir 12,5 ou 14,5, d'accord? Les probabilités sont égales et finalement on nous dit le prix de l'action, P0, c'est entre les deux, d'accord? C'était l'histoire de, je sais plus, de notre PDG là, qui cherchait qu'on devait discipliner. Microproc doit investir 500 millions d'euros dans une nouvelle usine. Donc, si l'entreprise s'endette, la valeur actuelle des coûts des difficultés financières est estimée à 20 millions d'euros, de plus que les économies d'impôts permises par l'endettement. D'accord? Par ailleurs, les actionnaires sont convaincus que le PDG connaît la vraie valeur de l'action Microproc. L'entreprise affronte donc un problème de sélection adverse si elle décide d'émettre des actions.
Ok? C'est ça l'énoncé. On suppose tout d'abord qu'en cas d'émission d'action, le prix de l'action reste à 13,5. Le dirigeant veut maximiser la richesse des actionnaires à long terme. Bon, ça, c'est pas très adroit, ça. N'oubliez pas qu'un dirigeant ne cherche pas à maximiser la richesse des actionnaires à long terme. Il cherche à maximiser la richesse des actionnaires aujourd'hui. C'est les marchés qui permettent d'inscrire ça dans le prix de l'action. Donc ce qu'ils cherchent à maximiser, c'est la création de valeur pour les gens qui sont aujourd'hui actionnaires. D'accord? Parce que c'est eux qui prennent les décisions. Enfin, il leur obéit. Donc écrire le dirigeant veut maximiser la richesse des actionnaires à long terme, c'est une mauvaise compréhension du mécanisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si c'est pour dire que son objectif c'est de tenir compte des intérêts des actionnaires qui vont apparaître demain, bah non. Non. C'est pas ça. Le dirigeant, il doit maximiser, il doit créer de la valeur pour les actionnaires d'aujourd'hui. Et c'est au marché de valoriser ça dans le prix d'action. Ce qui est vrai, c'est qu'un dirigeant, il doit maximiser la valeur de l'entreprise. Enfin, et donc créer le plus de valeur possible. Comment vous jugez la performance d'une entreprise? C'est quoi une entreprise qui réussit? Est-ce qu'une entreprise qui réussit, c'est celle qui donne, si vous croyez en l'efficience des marchés financiers, est-ce que c'est celle qui donne le plus de rendement à ses actionnaires? C'est ça une entreprise qui réussit? Non. Si les marchés sont efficients, le rendement qui est donné par les actions doit refléter le risque qui est contenu dans chacune des actions. Donc, les marchés financiers, ils sont là pour égaliser les risques, les rendements corrigés des risques. C'est le modèle du CAPM, c'est bien ça. Donc, les entreprises peuvent avoir des rendements, un return on equity qui est différent, d'accord? Mais une fois corrigés des risques, tous les return on equity doivent être les mêmes, d'accord? C'est bien ça. Vous allez à risque égal, les capitaux vont se déplacer de manière à égaliser le rendement de toutes les entreprises. Corriger des risques. Donc il peut y avoir des différences de rendement parce que voilà, les risques ne sont pas les mêmes. Les risques d'exposition aux risques globaux, aux risques non partageables, le bêta d'une action n'est pas le même. Mais bien sûr, toutes les entreprises doivent avoir les mêmes rendements corrigés des risques. D'accord? Ça c'est un point très important de l'efficience des marchés. Et c'est bien le fait qu'il y ait des investisseurs qui choisissent une action plutôt qu'une autre qui égalisent les rendements. Donc comment les rendements s'égalisent? Ils s'égalisent par les prix. Ce sont les variations de prix qui permettent d'égaliser les rendements de toutes les entreprises corrigées des risques. D'accord? Donc comment vous mesurez la performance d'une entreprise? Non pas au rendement qu'elle délivre par rapport au prix de l'action. C'est pas comme ça qu'il faut analyser la performance d'une entreprise. La performance capitaliste, boursière d'une entreprise. Vous devez l'évaluer sur la taille de sa capitalisation. Sur la taille de sa capitalisation. Une entreprise qui a réussi, c'est une entreprise qui a été capable de faire monter le prix de ses actions, d'accord? De faire monter le prix de ses actions et de faire monter le prix de ses actions tout le temps, d'accord? Donc, créer de la valeur, c'est du N0 delta P. Donc, à chaque instant, vous allez prendre des décisions qui vont être à l'avantage des actionnaires d'aujourd'hui, N0, d'accord? De manière à créer de la valeur pour eux, N0 delta P. Et ce processus-là, il va accroître votre valeur. Donc, une entreprise qui a réussi, c'est l'entreprise qui a la plus grosse capitalisation. L'entreprise la plus performante, c'est celle-là. C'est pas celle qui dégage le plus de rendement. C'est un contresens très commun, en fait. Si vous croyez dans l'efficience des marchés, c'est bien la capitalisation, la taille de la capitalisation qui reflète la performance de l'entreprise. Donc, peut-être que le dirigeant va maximiser la richesse des actionnaires à long terme, c'est peut-être ce qu'il veut dire ici dans l'énoncé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il prend des décisions de manière à maximiser N0 delta P. D'accord? C'est ça. Alors, si ça fonctionne correctement avec l'Assemblée Générale des actionnaires. Bon, c'est pas très important, c'était juste pour... Enfin, si c'est important, mais c'était juste pour corriger l'énoncé. Donc, le PDG choisit-il l'emprunt ou l'émission d'actions s'il sait que l'action vaut en fait 12,5? Qu'est-ce qu'il va faire s'il sait que l'action vaut en fait 12,5, à votre avis? Le prix d'action est à 13,5, d'accord? Et il va vendre, il sait que en fait, le vrai cours est de 12,5, d'accord? Donc il va vendre des actions 1 euro auprès, il va vendre des actions 1 euro au-dessus de leur vrai prix.
d'accord? Il va vendre des actions 1 euro au-dessus de leur vrai prix. Donc, il va arnaquer, enfin, ouais, c'est ça, il va, d'une manière ou d'une autre, il va ponctionner 1 euro de plus sur chaque action qu'il va vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il fait ça, typiquement, vous voyez que c'est combien le brevet? Le brevet, c'est combien elle vaut l'usine? 500 millions, d'accord? Il y a 500 millions, et donc 500 millions, pour récupérer 500 millions, il va vendre combien d'actions? Il va les vendre au prix de 13,5. Donc 500 divisé par 13,5, ça fait combien ça? 500 divisé par 13,5, ah, erreur syntaxe. Pourquoi? 50 divisé par 13,5, ok? Ça fait 3,7, d'accord? Il va vendre 3,7 millions d'actions. On est d'accord que 3,7 millions d'actions, comme il les vend 1 euro de plus, d'accord? En fait, en faisant ça, il arnaque, enfin, il ponctionne 3,7 millions sur les anciens actionnaires, sur les nouveaux actionnaires. Il leur vend 1 euro de plus que ce que l'action vaut vraiment. Donc c'est comme si il faisait une recette de 1 euro, il les vend 1 euro au-dessus du vrai prix. Donc il les ponctionne de 3,7 millions. Quand je dis il les ponctionne, oui? C'est 37, d'accord, ok. Excusez-moi, donc c'est 37 millions, d'accord? 37 millions. Ok? À quoi vont servir ces 37 millions? Le PDG va les mettre dans sa poche. Ces 37 millions, en fait, ils vont être distribués d'une manière ou d'une autre aux anciens actionnaires. Ils vont être distribués d'une manière ou d'une autre aux anciens actionnaires. Donc, ça va faire en sorte que les 37 millions d'ici, d'accord, il y avait combien d'actionnaires au départ? 100 millions d'actions, d'accord? Donc, ça signifie que chaque actionnaire, avec cette opération, chaque ancien actionnaire, ok, récupère 37 centimes. Récupère 37 centimes. Il y a pas une partie de l'argent qui va repartir chez les nouveaux actionnaires? L'argent qui est venu. Ouais, c'est là où, bien sûr, il y a une partie d'argent qui va repartir chez les nouveaux actionnaires. Donc en fait, c'est pas 1 euro exactement qui fonctionne. C'est un petit peu moins. Ok, c'est la différence qu'il y a entre. Puisque le prix de l'action ne sera pas de 2,5 en fait. Il sera un petit peu supérieur à 2,5. Parce qu'on aura ponctionné un petit peu aux anciens actionnaires. Donc, je ne l'ai pas préparé, mais c'est ce qu'on a vu dans Auchan. Quand on a vu Auchan, on l'a fait régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce cadre-là, si on répond à la question, parce que là je vais plus loin avec la question c'est si c'est le 12,5, il sait très bien que dans ce cas-là, les anciens actionnaires ont intérêt à ça, parce que on va récupérer 1 euro, pas 37 millions d'euros, et ça sera partagé par les millions, donc c'est 37 centimes. Donc vous avez raison que en fait, les anciens vont aussi en profiter. Donc, je ne l'ai pas préparé de cette manière-là. En tout cas, on peut répondre à la question, il va choisir l'émission d'action. Et si la vraie valeur est de 14,5, d'accord? Si la vraie valeur est de 14,5, vous voyez que le problème, c'est que là, on a des coûts de difficultés financières. Donc, on est d'accord que le coût des difficultés financières, c'est 20, ok? C'est 20 millions. Et donc, ces 20 millions de coûts de difficultés financières, si vous endettez, partagés par les 100 millions. C'est partagé par les 100 millions d'actionnaires, d'accord? Donc, le fait d'endetter l'entreprise, ok, ça crée une perte de 20 centimes. Ça va créer une perte de 20 centimes de valeur pour les anciens actionnaires. Ok? Pour les anciens actionnaires. Il n'y a pas d'anciens, il n'y a que des actionnaires, puisque c'est financé par endettement. Ça va créer une perte, une moins-value de 20 centimes par action. Mais vous voyez que la moins-value que vous faites en endettant est bien inférieure à la moins-value que vous faites, c'est moins 0,2, que vous faites en émettant des actions. D'accord? Si vous émettez des actions, imaginons qu'effectivement les vous vendiez à 13,5, je vais refaire le raisonnement qui n'est pas exactement juste, mais qui est presque juste. D'accord? Ça veut dire que vous les vendez 1 euro en dessous de leur vraie valeur, donc vous allez en vendre exactement 37 millions, d'accord? Donc c'est un cadeau de 37 millions que vous faites aux nouveaux actionnaires. Qui paye ce cadeau de 37 millions aux nouveaux actionnaires? Bah, les anciens actionnaires, d'accord? Donc bien sûr que le 37, ici,
il est très supérieur au moins 20. Enfin, le moins 37 est très supérieur au moins 20. Donc il n'y a pas photo, il vaut mieux subir le coût des difficultés financières parce que l'écart est considérable entre les deux. D'accord? Dans ce cadre-là, il vaut mieux s'endetter, même s'il y a un coût de difficulté financière qui va être payé cash par les actionnaires à raison de 20 centimes par action. Quel sera le coût, la réaction des actionnaires, quelle sera la réaction des actionnaires en cas d'émission d'actions? Donc en cas d'émission d'actions, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sera votre réaction? En cas d'émission d'actions. Donc, si on émet des actions, ça veut dire que le prix de l'action n'est pas de 12,5, mais n'est pas de 13,5, mais est en fait de 12,5. D'accord? Donc, personne n'acceptera d'acheter les actions en question. Les gens n'accepteront pas d'acheter les actions en question. Parce que demain, ils achètent quelque chose à 13,5 et demain, qui vaudra uniquement 12,5. Donc, les actionnaires refuseront cette émission d'actions et puis les autres n'accepteront pas d'acheter des actions tout simplement. Quelle sera la réaction des actionnaires en cas d'émission, en cas de financement par emprunt? En cas de financement par emprunt, voilà, les gens vont vouloir acheter des actions parce qu'ils savent que les actions sont sous-cotées. Donc si les actions sont sous-cotées, bah, le fait de vouloir en acheter, ça va faire monter le prix de l'action, c'est bien le mécanisme qu'on a, d'accord? Il faut bien oublier, il ne faut pas oublier un truc très important, c'est que le prix d'une action, elle dépend bien sûr de l'entreprise, mais elle dépend de ce que les investisseurs sont prêts à payer, d'accord? Et donc elle dépend du jeu de l'offre et de la demande, quelque part. Sauf que j'ai expliqué que les actions, c'était des morceaux des portefeuilles de Arnaud Debreu. Mais on est d'accord que le mécanisme, c'est que si les gens se rendent compte que ce qui sont dans la poche vaut 14,5 alors que son cours c'est 13,5, bah, il va y avoir une demande supplémentaire pour ces actions, d'accord? Et ça va faire monter le prix des actions. C'est bien ça qui va se passer effectivement, puisque ça va arriver à 14,5. Donc c'est l'autoréalisateur en quelque sorte. Quel sera le prix de l'action dans les deux cas? Donc dans le premier cas, le prix de l'action va descendre à 12,5. Je n'essaie pas d'être trop subtil, d'accord? Et dans l'autre cas, donc là, le prix d'action ici, d'un côté, ça sera 12,5 si on a un financement par action, et si on a un financement par emprunt, d'accord, le prix de l'action, il sera de 14,5, mais vous voyez qu'il faut enlever les 20 centimes de difficulté financière, donc vous avez un prix d'action qui sera de 14,3. Ok? S'il n'y avait eu aucun coût lié aux difficultés financières, en quoi cela changerait-il la réaction des actionnaires et créanciers? Bah, ça n'aurait pas changé, dans le sens où ça n'aurait pas modifié les données de mon exercice. D'accord? C'est clair que si le coût des difficultés financières avait été plus élevé, au-dessus de 20 millions, bah, peut-être que la limite entre les deux aurait été un peu moins claire. D'accord? Mais s'il n'y a pas de coût des difficultés financières, ça ne va pas changer les résultats de l'exercice, sauf que le prix de l'action ne sera pas de 12,5 mais de 14,5. Ok. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de le rendre plus sophistiqué. Ce serait d'ailleurs intéressant de regarder, de voir dans la correction. Certains ont les corrections. Vous avez tous les corrections des exercices ou pas? Ah, vous les avez? Ce serait intéressant de regarder comment il corrige dans l'exercice. Comment il le corrige dans le corrigé en anglais de cet exercice. S'ils tiennent compte de ce qu'on a discuté, c'est-à-dire du fait qu'il faudrait calculer en plus ce qui revient aux anciens et aux nouveaux questions. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui a été attendu dans l'exercice. Ok. Bon, donc on va pouvoir passer au chapitre suivant. Dans ce fichier, dans le document. Alors, surtout, on n'est pas super en avance. Ok. Donc, chapitre suivant, la politique de distribution des dividendes. Alors, ok. Dans l'intro, je vous rappelle un cadre comptable sur lequel on a pas mal développé, et qui est vraiment, il faut tout le temps l'avoir en tête. D'un côté, on a vu comment se former le flux de trésorerie disponible, donc qui résulte
que des décisions réelles de l'entreprise, indépendamment de sa structure financière, d'accord? Et ensuite, on a vu comment on pouvait utiliser ce flux de trésorerie disponible à chaque instant pour payer des intérêts, des charges d'intérêt nettes d'impôts, d'accord, très important, nettes d'impôts, c'est pour ça que je le mets en gras, verser des dividendes, racheter des actions, delta VD positif, négatif, ou bien delta VCP négatif, ou bien se désendetter, d'accord, delta VD négatif. Donc on avait vu comment faire les choses. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est dans ce chapitre, c'est de savoir, comment on choisit en fait, hein, et notamment ici, puisque c'est la politique de distribution, comment on choisit entre verser des dividendes ou racheter des actions. Finalement, on a deux manières de rendre du cash aux actionnaires. Vous pouvez verser des dividendes, vous pouvez faire du buyback, là, racheter des actions qui sont déjà disponibles sur le marché. C'est donc deux manières de distribuer du cash aux actionnaires. Et vous savez, c'est le discours qu'on entend beaucoup actuellement en disant mais à la bourse, en fait, il y a beaucoup plus de destruction de valeur que de création de valeur parce que, en fait, en rachetant des actions, on détruit de la valeur. Bon, c'est pas exactement vrai. En rachetant des actions, on ne détruit pas de la valeur. On donne de la valeur aux actionnaires. D'accord? On rend du cash aux actionnaires. Est-ce que c'est détruire de la valeur que rendre du cash aux actionnaires? C'est pas le bon réflexe à avoir. C'est une manière de rendre du cash aux actionnaires que de racheter des actions. Donc après, ça dépend de la fiscalité, ça dépend des brevets d'entreprise, de ce qu'elle peut faire de son argent ou pas. On en parlera peut-être un petit peu. Donc c'est ça le sujet ici. Ok? Donc, je ne vais pas chercher. Donc on est d'accord que finalement, alors ouais, là aussi, je regarde ça et puis je me dis, si on prend au mot leur figure, ça c'est encore une erreur typographique du bouquin, pas génial, on nous parle de flux de trésorerie disponible. N'oubliez pas que le flux de trésorerie disponible, c'est 1 moins T limite, moins delta K, plus delta BFR. Et delta K, c'est l'investissement net, d'accord? C'est l'investissement net, c'est l'augmentation du capital productif de l'entreprise. Donc ça, c'est la fameuse truc, sauf que, en fait, on nous explique que qu'est-ce qu'on va faire de ce FTD, comment on le distribue, d'accord? Et on nous dit, on peut financer des projets d'investissement. Donc on est d'accord que si on finance des projets d'investissement, alors il y a la question de la dépréciation, peut-être pas très importante, mais en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que du coup, c'est pas le flux de trésorerie disponible dont on parle. Hein. Vous pouvez pas utiliser votre flux de trésorerie disponible pour dépenser des investissements, puisque les investissements sont déjà décomptés du flux de trésorerie disponible. D'accord? Donc c'est une erreur du bouquin de présenter ça de cette manière-là, en disant voilà comment on partage le flux de trésorerie disponible. Je voudrais relire ce qu'il met dans le bouquin, mais le flux de trésorerie disponible, c'est 1 moins T-débit, moins delta K plus delta BFR. Donc l'investissement, il a déjà été décompté du flux de trésorerie disponible. Ok? Donc en fait, ce qu'on dépense ici, c'est pas le flux de trésorerie disponible, c'est 1 moins T-débit. D'accord? Donc c'est pas un flux de trésorerie disponible en tout cas, et c'est pas à droit de mettre flux de trésorerie disponible. Mais si on oublie ce truc, il ne faut pas dire flux de trésorerie disponible, il faut dire 1 moins T-débit, module ça, je suis assez d'accord avec ce qui est mis en dessous, donc c'est pas une assez bonne idée de présenter des choses comme ça. D'accord? Le flux de trésorerie disponible, on peut le conserver pour financer les investissements, mais dans ce cas-là, c'est pas un flux de trésorerie disponible, comme je vous l'ai dit, hein, d'accord? C'est autre chose. On peut augmenter la trésorerie. Augmenter la trésorerie, c'est un delta VD négatif. C'est comme ça que je le vois, moi, d'accord? Augmenter la trésorerie, c'est comme se désendetter. Si je compte la valeur de la dette comme étant une dette nette, on viendra des fois, on aime bien le mettre comme une dette nette, des fois on aime moins, donc ça dépend un peu des jours. Ok, on peut aussi verser des dividendes et on peut aussi racheter des actions. Et racheter des actions ici, d'accord, dans mon schéma comptable en tout cas, c'est bien baisser la valeur des capitaux propres. C'est un delta VCP négatif. Donc on a bien cette distinction-là qui est juste quand même. Ok, mais ce qui est distribué, c'est pas le flux de trésorerie disponible, c'est le 1 moins T-débit. Puis je ne parle pas du delta BFR, c'est pas très important le delta BFR ici d'en parler. Mais c'est bien comme ça qu'il faut se poser les choses. Et donc, ce qu'on va regarder pour l'essentiel dans le chapitre, me semble-t-il, c'est ce choix-là. C'est ce choix-là, d'accord?
C'est ce choix-là. C'est comment vous décidez de faire des rachats d'actions ou distribuer des dividendes. Ok, je me remets en noir et je continue. Ah mince, j'aurais pas dû l'effacer, donc je le remets. Alors versement de dividendes, donc je viens des choses qui sont voilà, un peu factuelles, que vous pourrez découvrir comme moi dans le livre. Chaque année, le CA propose en AG une affectation des résultats distribuables avec l'exercice. Le résultat distribuable, c'est les résultats nets, d'accord, les pertes antérieures, les réserves à constituer et les reports à nouveaux bénéficiaires. Vous voyez bien que dans ce qu'on a fait nous, on n'a jamais considéré les pertes antérieures, les réserves à constituer, les reports à nouveaux bénéficiaires. C'est des questions qui sont des questions plus que comptables, qui sont la gestion et dans le calcul des résultats d'une entreprise, et de la gestion de son bilan, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles je vais vous interroger à l'examen. On ne va pas faire de report. Nous, on reste au fait que le résultat distribuable, c'est le résultat net de l'exercice, et le reste, on n'en parle pas. Bien sûr que ça existe, et bien sûr que c'est très important, mais ce n'est pas mon sujet pour ce cours de finance d'entreprise. Donc, la temporalité, c'est... il y a deux distinctions que vous devez faire. C'est qu'on décide donc du montant qui va être distribué sous forme de dividende, et le prix, avant que le dividende soit distribué, on l'appelle le prix cum dividende. Cum, en latin, ça veut dire avec, d'accord? Donc c'est le prix de l'action avec le dividende qui n'est pas encore distribué, mais dont le niveau est connu, d'accord? C'est le prix avant que le dividende ne soit distribué, le prix cum dividende de l'action, et puis ensuite, on a le prix ex dividende, qui est le prix une fois que le dividende a été distribué. Donc vous avez compris que si vous avez une action dans votre poche, elle vaut P cum avant que le dividende ne soit distribué, et au moment où le dividende est distribué, d'accord, vous avez quoi? Vous avez 1 euro de dividende dans votre poche, plus l'action. Donc bien sûr, l'action, ensuite, elle vaut Px. Et donc, s'il n'y a pas de fiscalité, vous avez une équation très simple, P cum, c'est Px plus le dividende. Puisque à une seconde avant que le dividende soit distribué, dividende, vous connaissez le niveau, puisqu'il a été annoncé en Assemblée Générale, etc. Vous savez exactement, on va vous donner 1 euro de dividende, ça veut dire que votre action qui est dans votre poche va se transformer en une action, va rester une action, d'accord, mais vous allez avoir 1 euro de plus. Donc évidemment, il n'y a pas une création de valeur dans cette opération. Donc le P cum, c'est bien égal au Px plus le dividende. On est OK. C'est quoi une action avant versement du dividende? C'est un dividende plus une action après versement du dividende. On est d'accord? Et ça, c'est une équation d'arbitrage. Si le P cum est pris juste une seconde avant, il n'y a aucune information nouvelle. On connaît le montant du dividende. Donc bien sûr que logiquement, la seule chose que vous devez réfléchir, c'est que le P cum, ici, c'est ce qui va juste suffire dans ce qu'on va faire, c'est le prix juste avant le versement du dividende, et il est égal au Px plus le montant du dividende. Bon, il y a des possibilités de dividendes exceptionnelles, au-delà de ce qui est redistribué en AG, mais pareil, c'est pas quelque chose qu'on utilisera franchement dans ce qu'on va faire là. Bon, là aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris en lisant ça, c'est pour ça que je le laisse chaque fois, parce que je me dis c'est pas clair, donc peut-être qu'un jour un étudiant pourra m'expliquer. Mais en général, c'est pas très bon de... bien sûr, il y a une date de déclaration, c'est le moment où l'information est connue sur le montant du dividende, d'accord? Donc ça, c'est quand même important comme truc. Il y a la date d'enregistrement, c'est tous les gens qui ont une action doivent s'enregistrer, sont enregistrés et donc vont toucher le dividende en question. La date de détachement, c'est le moment où vous recevez le dividende. Non, les acheteurs de l'action après cette date ne toucheront pas le dividende. Donc ça, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Surtout, je ne comprends pas très bien pourquoi c'est avant la date de détachement du dividende, et puis il y a la date de distribution. D'accord? Donc, ce qui est entre la date de déclaration, oublions deux trucs, la date d'enregistrement et la date de détachement. Supposons que la date de déclaration et la date d'enregistrement, c'est la même chose, d'accord? Qu'il n'y a pas de date de détachement, et il y a la date de distribution. Tout ce qui est avant, c'est P cum, et tout ce qui est après, c'est Px. Okay, c'est tout ce dont on a besoin de connaître ici. Et après, je vous laisse réfléchir aux subtilités de ce truc-là, mais moi, je n'arrive pas à le comprendre. Donc, mais ça doit être compréhensible, hein, c'est une chose que vous pouvez trouver sur Wikipédia ou sur... Ok, alors bien sûr aussi, ça c'est peut-être plus intéressant, on est d'accord que, clairement, à chaque fois que vous distribuez un dividende de 1 euro, ça fait descendre le prix de l'action de 1 euro au moment où vous le faites. D'accord? Donc le prix de l'action, il baisse nécessairement du montant du dividende au moment où c'est fait, au moment de la date
le détachement du dividende, au moment où vous touchez le dividende. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, c'est que il y a des fois, on distribue ce qu'on appelle les dividendes en action. On y reviendra. Et des dividendes en action, c'est juste de la dilution de capital. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, distribuer un dividende en action, c'est dire, OK, vous avez une action, vous avez 10 actions, là, cette année, on va vous en donner une 11e. D'accord? C'est pas un dividende. Ça ne change rien à la valeur de l'entreprise. Ça ne coûte rien à l'entreprise. OK? On va imprimer du papier, et puis on va vous donner une action de plus quand vous en avez 10. C'est simplement une manière de faire baisser le prix de l'action, d'accord, de diluer le capital, enfin, d'augmenter le nombre d'actions sur façon valable. Oui. Il n'y a pas des problèmes d'effet de seuil quand on distribue des actions des actionnaires préalables? Si, certainement. Pourquoi? Parce que par exemple, si on distribue une action en tant que dividende, pour des gens qui ont 10 actions, comment on fait une action, ils sortent quoi? Ça, je ne sais rien. Oui, mais c'est ce que je dis, par exemple, des problèmes de seuil. Non, il peut y avoir des problèmes de seuil. Alors, il peut y avoir des choses comme ça qui jouent. Mais nous, bien sûr, c'est une bonne question. Donc on voit bien qu'il y a des choses. Si on accepte qu'on puisse se détenir un nombre réel d'actions, réel au sens R et dense, réel au sens des nombres réels, d'accord, un continuum d'actions et non pas un nombre entier d'actions, cette question ne se pose pas. Donc après, bien sûr qu'en fait, elle se pose dans la pratique. Donc, en gros, on est d'accord que distribuer des actions gratuitement, si vous avez la possibilité de détenir un nombre réel d'actions, c'est pas distribuer un dividende. C'est pas distribuer un dividende. Après, il peut y avoir des effets de seuil. Je vous laisse y réfléchir, c'est une autre question, mais c'est en dehors des cours. Je ne veux pas vous compliquer avec des choses qui ne sont pas importantes. Enfin, qui peuvent l'être en pratique. Hein. Encore une fois, au fond de l'arbitrage, ça joue peut-être un rôle. Voilà, donc c'est pour ça que quand on réfléchit aux dividendes, bien sûr, il faut faire attention au nombre d'actions qui sont en circulation et réfléchir aux dividendes par action en tenant compte du nombre d'actions. Le dividende par action n'est pas très intéressant. Hein. Comme ce qu'on appelle le dividende, le bénéfice par action. Le BPA, c'est un indicateur qui n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le prix de l'action. Ce qui est intéressant, c'est le dividende yield, c'est le D sur P. D'accord? Le dividende en cash divisé par le prix de l'action. Le fait de savoir qu'une action distribue 10 euros ou 15 euros, bah, ça dépend de son prix. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Donc l'insistance qu'on voit des fois, je le lis même quelques fois dans la lettre Verdimen, ce genre de truc, à mettre en avant le montant en euros par action, j'ai du mal à la comprendre. C'est pas un objectif, c'est intéressant, c'est d'avoir le ratio entre le dividende et le prix. D'accord? C'est ça, qui mesure un rendement pour les actionnaires. Bon, rachat d'actions. Donc, rachat d'actions aussi, c'est une décision voilà, qui c'est décidé en AG, pourcentage de capitalisé, pas plus de 10%, durée de l'opération. Alors, je ne sais pas si ça c'est encore juste. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est au programme de la certification AMF. Au passage, ça me ferait peut-être du bien de passer la certification AMF, à moi aussi. Hein. Mais moi, je ne vends pas de produits financiers. Mais c'est vrai que je pourrais la passer, en fait. Je sais pas. Bon, la durée de l'opération, d'accord, le financement du rachat d'actions, comment il est financé, d'accord, donc il faut déclarer tout ça. Les conséquences du programme en termes de structure financière, de bénéfices par action, de fiscalité. Donc, tout ça, c'est encadré, Vous pouvez aussi, je pense, de temps en temps, acheter des actions au fil de l'eau, c'est-à-dire sans faire tout ça, mais si vous voulez faire un plan de rachat d'actions important, il faut que vous le déclariez. C'est aussi les actions rachetées par l'entreprise, soit elles sont brûlées, elles disparaissent, soit elles sont annulées, c'est pas très important. Enfin, d'accord, c'est les entreprises qui détiennent ses propres actions, c'est comme si elles n'existaient plus, d'accord, pour nous, dans notre cours à nous. Après, ça évite peut-être de les réimprimer. Si elle en met des nouvelles, elle n'a pas besoin de les réimprimer, elle peut reprendre les anciennes et les redistribuer. Bon, mais au prix de l'impression, c'est pas très important. Ok. Il y a aussi des choses qui sont des offres publiques de rachat d'actions, d'accord. Mais il y a aussi des rachats d'actions qui se font au fil de l'eau, d'accord. Offre publique de rachat d'actions, c'est vous déclarez. Donc, vous rachetez un prix déterminé pour une quantité d'actions pendant une période courte, d'accord. Donc, c'est hop, vous faites une offre à ce niveau-là. Vous voyez que, bien sûr, vous allez faire une prime. Parce que, pourquoi vous faites la prime? Parce que n'oubliez pas que si vous rachetez des actions, c'est parce que vous pensez que les actions ne sont pas chères. Donc, vous devez rajouter une prime si vous voulez convaincre les gens de vous les revendre. Parce que tout le monde anticipe dans ce cas-là que vous pensez que les actions ne sont pas chères. Donc, c'est pour ça qu'il y a une prime pour le mécanisme de Lehman que j'ai déjà décrit, d'accord, et qui est cette fois inversé par rapport à ce qu'on avait décrit précédemment. On peut aussi racheter des actions au fil de l'eau, c'est-à-dire de manière plus... et j'imagine qu'il y a des réglementations selon les pays qui sont plus ou moins libérales ou plus ou moins non contraignantes. Je ne sais pas.
Il y a d'autres possibilités à l'étranger, enchères à la hollandaise, rachat de blocs, donc ça je sais, rachat de blocs, c'est racheter des blocs directement, c'est pas l'air d'être autorisé en France, est-ce que c'est toujours le cas, je ne sais pas. Et le chantage à l'OPA, je n'ai pas relu ce que c'était. Je voulais l'enlever tout à l'heure, parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas le temps de le relire, donc je vais l'enlever, parce que je ne m'en rappelle plus. Mais vous le lisez dans le livre, et vous le trouverez comme moi, c'est assez intéressant. Mais ça ne nous concerne pas trop. Bon, essayons de rentrer dans un exemple. Ici, on a une entreprise qui a 10 millions d'actions en circulation, qui n'a pas de dette, et qui a des flux de trésorerie disponibles anticipés de 48 millions d'euros par an, d'accord, qui a une trésorerie de 20 millions d'euros, un coût du capital de 12%. Quelle est la valeur de l'entreprise? Alors, vous voyez, quand je décris cette entreprise, c'est quoi? C'est 48 millions d'euros par an, d'accord? C'est 48 millions d'euros par an, c'est son flux de trésorerie disponible anticipé, il n'augmente pas, on dit que le coût du capital est de 12%. Quelle est la valeur de l'entreprise? En tout cas, la valeur de l'entreprise, que je l'appelle VU, la valeur de son actif économique, c'est simplement 48, d'accord, qui est le flux de trésorerie anticipé de T de 1 à l'infini, divisé par 12%. D'accord? Donc c'est combien? C'est 400. Donc la valeur de l'actif économique de cette entreprise, c'est 400. Et cette entreprise, alors là vous allez me dire, mais des fois je suis changeant, vous avez raison, je peux changer de temps en temps. Elle a 20 millions de disponibilités en plus. D'accord? Donc je pourrais les mettre au passif comme une dette négative, mais comme on dit qu'il n'y a pas de dette ici, et comme on veut le partager, je préfère finalement, dans le cadre de ce chapitre en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, mettre la trésorerie à l'actif. D'accord? Et donc on est d'accord que l'entreprise, d'accord, sa valeur c'est 420. C'est quoi 420? C'est 10 millions fois 42 euros. C'est quoi 42 euros? C'est 2 euros. 2 euros, c'est quoi? 2 euros, c'est la trésorerie disponible de l'entreprise. Si on est capable de le donner tout de suite aux actionnaires sous la forme d'un dividende exceptionnel, c'est 2 euros. Ça, c'est le partage de ceci, d'accord? Plus, éventuellement, si vous distribuez le flux de trésorerie disponible, vous pouvez le distribuer sous forme de dividende, on est d'accord? S'il n'y a pas de fiscalité ici, hein, d'accord? Donc le FTD, ça peut être le DIV. Ok? Vous le distribuez sous forme de dividende. Donc vous distribuez le flux de trésorerie disponible comme dividende, ça veut dire qu'à chaque année, à partir de l'année 1, vous êtes capable de distribuer un dividende de 4,8, 48 millions divisé par 10 millions à chaque actionnaire. Donc ça fait 2 euros plus 4,8 divisé par 2, ce qui fait 40. D'accord? Donc c'est ça. C'est 2 euros plus 40. On est d'accord? Ça, c'est le prix de l'action. Alors maintenant, on se pose la question de essayer de libérer ces 20 millions qu'on peut les rendre. Donc, comment on peut les rendre? On peut les rendre sous forme de dividendes exceptionnels, on peut les rendre sous forme de rachat d'actions, on peut les rendre de plein de manières. Donc c'est ça qu'on va documenter maintenant. Et on va regarder comment évolue le prix de l'action. Donc le plus simple, c'est, voilà, on a 20 millions, ok, vous avez 20 millions, et ces 20 millions, vous voulez les supprimer et les rendre aux actionnaires. Première chose, vous versez un dividende exceptionnel. Donc, c'est quoi verser un dividende exceptionnel? Avant le détachement du dividende, le prix de l'action, PECUM, c'est 42. D'accord? C'est ce qu'on a calculé précédemment. C'est 2 plus 4,8 divisé par 12%. D'accord? C'est ça. Après le versement du dividende, le type qui a l'action dans sa poche, il a 2 euros en plus, ok, mais bien sûr l'action elle vaut 2 euros de moins. Donc évidemment, le PX, c'est 40, c'est l'action, puisque le dividende a été versé, maintenant elle ne va verser que 4,8 chaque année jusqu'à la fin des temps. Donc c'est 4,8 divisé par 12% et ça fait 40. Donc ça c'est bien le prix ex-dividende. Donc le prix d'un titre, c'est la valeur actualisée de ses payoffs futurs. Si vous versez tous les flux de trésorerie disponibles comme étant dividende, voilà, bien sûr, le résultat de base étant que la différence entre PCOM et PX, ici, vous n'avez pas de fiscalité, c'est simplement le montant du dividende exceptionnel. Vous avez ce résultat-là, ok? Paraît pas trop compliqué. Donc, je peux passer à la stratégie suivante. Rachat d'actions, plus dur. Là, cette fois, vous allez mobiliser pour acheter des actions. Vous allez mobiliser pour acheter des actions.
Donc, combien cette opération? C'est quoi cette opération? C'est un delta V de combien? C'est une opération qui consiste à détruire de la valeur. Moins 20, d'accord? Delta V, d'accord? C'est une opération qui consiste à détruire la valeur. Moins 1, moins 20. C'est quoi le I de cette opération? C'est 0, c'est pas une opération d'investissement, d'accord? Donc, delta V, en fait, quand je dis delta V moins 20, bah, delta V c'est toujours la même chose. C'est N0 delta P plus P1 delta N. P1 delta N, bien sûr, c'est égal à 0. C'est pas une opération qui consiste non, pardon, si c'est pas égal à 0. Cette opération, d'accord, delta V moins I, d'accord, c'est moins 20, c'est bien égal à N0 delta P plus P1 delta N ici. Ok? Le P1 delta N, il est égal à combien? Vous allez racheter les actions. Donc c'est égal à combien ce P1 delta N si vous rachetez les actions? Il est égal à moins 20, puisque vous rachetez les actions. Vous le rachetez au prix P1 pour un montant de moins 20. Donc le delta P, il est de combien? Ça c'est égal à moins 20. Donc N0 delta P est égal à 0. D'accord? Donc quelle est la quantité d'actions rachetées? Donc le nouveau prix de l'action, c'est 42 €. Ça n'a pas changé le prix de l'action. Simplement, il y a moins d'actions en circulation. Combien d'actions étaient rachetées? 20 divisé par 42. D'accord? Vous pouvez le calculer. 20 divisé par 42, j'ai dû le faire. 20 divisé par 42, ça fait 0,47. 470 000. D'accord? Nombre d'actions en circulation. 10 moins 0,47. 9 530 000. Dividende par action. Rappelez-vous, le dividende par action, 48 divisé par 9,53. Puisqu'on a 48 millions de flux de trésor disponibles, mais maintenant on n'a plus 10 millions d'actions, on n'a plus que 9,53. Donc le dividende par action, bien sûr, il augmente. Il est de 5,04. Ok? Quel est le prix d'une action? 42. On l'avait trouvé? On l'a déjà trouvé. D'accord? Et le prix de l'action, c'est quoi? C'est 5,04 divisé par 12%. Et bien sûr, ça marche. Puisque il y a moins d'actions, mais il n'y a plus de bénéfices par action. Donc bien sûr que, vous vérifiez, si 5,04 divisé par 12% n'est pas égal à 42, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon raisonnement. Donc j'espère que ça marche. Ça marche? Ok. Donc c'est que le raisonnement est juste et c'est pas un hasard. Donc on va arrêter là, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette passionnante aventure.